Bonjour à tous, je suis Mehdi Mounsif, doctorant à l'Institut Pascal dans l'équipe Max. Je voudrais commencer par remercier les membres du jury d'avoir accepté d'assister à cette soutenance de thèse, au cours de laquelle je vais présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Exploration of Teacher-Centered and Task-Centered Paradigm for Efficient Transfer of Skills between Morphologically Distinct Robots. Cette présentation sera divisée en 4 parties. Dans un premier temps, le contexte qui permettra de fournir des motivations pour les travaux qui ont été effectués, ainsi qu'un contexte bibliographique pour le positionnement justement de ces travaux. Après quoi, donc, on attaquera les deux contributions principales de cette thèse, à savoir les méthodes task-centered et les méthodes teacher-centered, qui sont toutes les deux des approches qui permettent d'envisager le transfert de compétences entre des agents de morphologie différentes. Et donc, ce qui nous mènera donc à une prise de recul, une vue globale, qui nous permettra donc d'identifier des perspectives pour la poursuite de ces travaux. Très bien, donc la première partie. Donc, depuis plusieurs années, et dans de nombreux pays sur le globe, on observe des volontés de déploiement à grande échelle de solutions robotiques. Et s'il existe un grand nombre de projets qui ont été mis en œuvre avec succès en utilisant des méthodes classiques, la complexité des environnements qu'on considère, qui sont souvent dynamiques, incertains, qui peuvent nécessiter des calculs complexes, rend en fait la mise en place de cette approche classique assez difficile. Ce qui fait qu'une partie de la communauté se tourne vers des approches qui sont dites data-driven, qui ont une grande flexibilité et un temps d'exécution constant. Il existe diverses méthodes qui peuvent être labellisée data-driven, mais celle qui dispose celle qui fait état du plus de, celle qui fait état, il existe un grand nombre de méthodes qui peuvent être considérées comme data-driven. Celle qui reçoit actuellement le plus d'attention médiatique, c'est les réseaux de neurones. Donc c'est une méthode connextionniste qui s'inspire de l'architecture du cerveau telle qu'on la connaissait dans les années 50 et qui, depuis 2012, bénéficie d'une grande dynamique, d'un dynamisme important grâce notamment à des succès sur des tâches de classification. Ces travaux ont été étendus par la suite sur des tâches de détection, segmentation, mais aussi sur d'autres problèmes dans d'autres domaines qui sont considérés très complexes comme du contrôle de robots ou de la planification des environnements qui disposent en fait d'un grand espace d'état ou tout simplement d'autres approches comme la prédiction de formes de protéines. Pour obtenir ces résultats et être aussi performants, les réseaux de neurones, le deep learning, nécessitent en fait appel à des ressources très importantes. Spécifiquement, entraîner un réseau, une architecture de vision moderne comme ResNet nécessite 2 semaines sur un GPU. Ou en fait plus largement, d'un point de vue plus industriel, XMNet, un modèle de langage proposé par Facebook en 2019, nécessite 250 000 $ et génère à peu près 5 tonnes de CO2 par entraînement. Donc, ce qui montre bien qu'on nécessite des ressources considérables pour mettre en place ces modèles et donc obtenir ces performances. Et donc, ce constat, il a motivé en fait la communauté à travailler et à proposer des paradigmes qui sont plus économes. Le plus représentatif de ces paradigmes économes, c'est le transfer learning, et qui est apprécié notamment grâce à l'uniformité des supports, dans lequel en fait un modèle entraîné sur du texte ou des images va toujours être exposé au même type de structure d'information, c'est-à-dire toujours par exemple une image avec 3 canaux RGB. Et donc en fait ceci, ça permet de réutiliser et de réutiliser l'information qui a été apprise sur d'autres tâches. Et ça se fait grâce à différents mécanismes, notamment le fait que les modèles, ce type de modèle dispose de goulots d'étranglement qui vont fortement réduire la dimensionnalité des éléments et donc contraindre le savoir, les connaissances acquises dans des zones spécifiques du module. On a aussi des modules de calcul qui sont dédiés comme des CNN ou des modules de représentation spécifiques comme la représentation latente des mots. Donc son espace d'observation et les éléments auxquels il a accès seront très différents lorsqu'on considère en fait un agent humanoïde qui va avoir un grand nombre de degrés de liberté. Également, si ces approches sont souvent considérées dans le cadre d'apprentissage par renforcement, il faut intervenir des modèles qui sont plus fins et pour lesquels tous les ressorts architecturaux que j'ai mentionnés précédemment sont absents et donc il n'y a pas de structure native de l'information. Et additionnellement, d'un point de vue logiciel, les infrastructures existantes comme Mujoko, OpenAI ou MLAgent ne considèrent pas nécessairement des environnements dans lesquels le transfert est central, ce qui rend en fait le processus de recherche pour mettre en œuvre ces approches et avoir des expérimentations plus complexes. Et pourtant, c'est quelque chose qui serait avantageux et pour lequel il y aurait de grands bénéfices, puisque en apprentissage par renforcement, un grand nombre d'interactions avec l'environnement est nécessaire pour générer des politiques de contrôle qui soient acceptables.
Spécifiquement, si vous regardez sur la droite, on voit en fait l'évolution de la performance de plusieurs agents, donc plusieurs algorithmes d'apprentissage par renforcement sur la suite Atari, donc une suite de jeux qui est fréquemment utilisée dans la recherche. Et en fait, on constate que Rainbow, qui est la Rolls-Royce un petit peu de ces algorithmes pour les environnements discrets, nécessite 7 millions de frames pour générer une politique qui atteint 50% du score médian humain. 50% du score médian humain sur un environnement en 2D avec 16 bits, c'est quelque chose, ce n'est pas grand-chose, alors que 7 millions de frames correspondent à 65 heures de jeu à 30 fps, qui est considérable. Néanmoins, cette problématique reste limitée si elle se cantonne à des environnements simulés. Or, l'objectif de l'apprentissage par renforcement, c'est de générer en fait des politiques qui puissent contrôler des robots dans des environnements réels, qui sont complexes et incertains. Par conséquent, dans ce cadre, on comprend bien qu'il est peu envisageable de laisser un robot déambuler pendant 7 millions d'interactions pour avoir donc un comportement acceptable, ce qui motive clairement donc, des apprentissages qui soient pertinents. Et si on étend d'ailleurs cette constatation au fait que chaque robot doit être entraîné sur une tâche spécifique, alors on comprend bien l'intérêt du transfert pour donc, minimiser les ressources engagées. Donc cette problématique, elle est bien comprise par la communauté qui propose toute une diversité, tout un spectre d'approches pour répondre à ça. On a donc d'un côté du spectre les approches qui sont basées sur des modèles où on va définir manuellement un modèle et qui permettent en fait du transfert immédiat si le modèle est disponible. En revanche, comme les environnements, comme je l'ai mentionné, sont complexes et sophistiqués, on peut souvent avoir affaire en fait à des compromis qui vont, disons, impacter la fiabilité, le temps d'exécution ou l'incertitude du modèle. De l'autre côté du spectre, donc on a des approches pour lesquelles il n'y a pas de modèle et qui se basent essentiellement par exemple sur une fonction de récompense de type apprentissage par renforcement. Et dans ce cadre, on peut constater un grand nombre des approches qui sont diverses. On peut par exemple parler de transfert de la simulation vers la réalité, où un agent est entraîné sur une diversité d'environnements pour le permettre de généraliser un environnement réel, des modifications de la récompense, où en fait on va d'abord définir une tâche et une récompense qui permet donc de façonner le comportement de l'agent, puis modifier cette récompense et voir si les expériences de l'agent les expériences précédentes peuvent être réutilisées pour améliorer ses performances sur le nouvel environnement. On peut aussi considérer des approches qui mettent en place du transfert entre des environnements, donc par exemple du curriculum learning, où on va considérer des versions de plus en plus complexes des environnements, ou du meta-learning, pour lesquels en fait on va entraîner l'agent sur toute une distribution d'environnements qui est censée donc à terme lui donner une plus grande robustesse et une capacité de généraliser. Donc voilà, donc comme on le voit, le transfer learning, c'est une notion, un besoin incontournable dans les approches modernes. Et si l'uniformité des supports permet des techniques systématiques en vision par ordinateur et traitement du langage, où en fait on va uniquement retirer les dernières couches du réseau et passer donc, sur la tâche spécifique, on a en fait en contrôle une grande diversité de tâches qui fait que on va avoir en fait plusieurs approches, plusieurs façons d'envisager le transfert. Or, il y a un point qui revient fréquemment dans toutes ces approches, c'est que toutes ces approches sont focalisées sur un unique agent, c'est-à-dire on va avoir un transfert entre un agent en simulation, mais le même agent en réalité, ou alors entre deux environnements. Donc en fait, on va toujours considérer un unique agent, une unique morphologie. Or, il existe un grand nombre de configurations dans lesquelles il peut être intéressant de considérer du transfert donc de tâches entre des agents de morphologie différentes. Et c'est justement ici que se positionnent ces travaux qui proposent deux contributions principales, les méthodes task-centered et les méthodes teacher-centered. Les méthodes task-centered vont en fait isoler les modules d'information et les passer entre des agents de morphologie différentes, tandis que les méthodes teacher-centered vont plutôt envisager le transfert comme l'export de compétences d'un agent expert vers un agent qui est novice. Voilà. Ça m'amène donc à le premier volet de ces contributions qui est les méthodes task-centered. Les méthodes de task-centered, elles sont inspirées du montage de meubles. Donc, lorsqu'on achète un meuble, on reçoit avec une notice. Et cette notice, en fait, elle a été éditée sans connaissance préalable. Cette notice a été éditée sans connaissance au préalable de la morphologie de la personne qui va monter le meuble, puisqu'on ne la connaissait pas. Ce qui fait mais pourtant, en dépit de cette incertitude sur la morphologie de la personne, la plupart des gens réussissent à monter leur meuble, ce qui fait qu'en fait, on peut peut-être déduire qu'il existe un ensemble d'hypothèses qui est implicitement inclus dans l'établissement de la notice et qui permet en fait aux gens d'avoir accès aux instructions qui sont sur la notice et donc de réussir la tâche qui est de monter le meuble. Et cette idée, c'est exactement celle donc c'est celle des méthodes task-centered qui visent en fait à créer un noyau d'instructions qui soit segmenté et qui soit découplé de la morphologie du robot qu'il a créé. Et donc, si on peut avoir une interface compatible entre les agents et ce module de la tâche, alors ils peuvent avoir accès à ce module de la tâche et réaliser donc, les instructions qui sont sur la tâche, et donc, qui sont dans ce noyau, et donc être satisfaisants sur la tâche.
Donc cette architecture, elle a été, enfin cette méthode, elle a été déclinée dans une méthode, cette logique, ce paradigme a été décliné dans une méthode qui s'appelle l'Universal Notice Network et qui donc a été initialement pensée pour le transfert. Donc on a évalué ce transfert sur plusieurs environnements qui vont de la simple manipulation à la manipulation à des tâches plus complexes comme de la marche ou de la manipulation collaborative en utilisant un grand nombre de robots qui ont donc des morphologies et des définitions cinématiques différentes. Mais les expérimentations qui ont été menées dans ce cadre ont permis de mettre en évidence plusieurs aspects intéressants, notamment la capacité de cette méthode d'introduire des biais dans le contrôle qui permet en particulier la gestion des redondances des agents, ou le Bayes Static Modeling, donc une méthode empirique qui permet en fait de prendre en compte le fait que les méthodes d'apprentissage par renforcement ont tendance à tomber dans des minima locaux. Donc, comme je l'ai expliqué, l'objectif de cette approche, c'est de définir un module de la tâche qui soit séparé, de la morphologie du robot. Et donc, pour imposer cette segmentation des connaissances, l'Universal Notice Network, l'UNN, utilise deux leviers spécifiques. Premièrement, une structure dédiée, puis un entraînement séquentiel. Donc, en phase d'utilisation, en phase de test, on va avoir un environnement qui va nous fournir un état. Cet état est composé de deux parties, une partie intrinsèque et une partie qui dépend de la tâche. La partie intrinsèque va passer dans un premier module qui dépend du robot et qui va générer une représentation de cette information qui est compatible avec le module de la tâche. Cette information va être concaténée avec les informations de la tâche et passer dans l'Universal Notice Network, donc qui contient les instructions à suivre pour réaliser la tâche, ce qui va nous permettre d'obtenir une instruction de haut niveau qui, donc à nouveau concaténée avec les informations intrinsèques, va nous permettre, en passant dans le dernier module de l'agent, de récupérer une action qui soit spécifique et qui soit donc pertinente au regard de la morphologie du robot qu'on considère. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça c'était en phase de test. Il faut donc passer par plusieurs étapes qui nous permettent de construire chacun de ces modules. Et la première étape, c'est la construction des bases, donc des paramètres qui dépendent uniquement de l'agent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un agent, un robot, et définir donc les hyperparamètres de sa tâche, les hyperparamètres de sa base, et passer donc dans une première étape qui est en fait la tâche primitive, qui va nous permettre d'entraîner l'agent en fait à être pertinent au regard de ce qui va lui être demandé dans le cadre de son. Ça a recoupé. Ah, pardon. C'est bon? Oui, donc qui était pertinente pour les tâches qui ont été considérées par la suite. Donc ici, ce que vous voyez, c'est plusieurs agents qui sont en phase d'entraînement et pour lesquels en fait le but est de toucher, enfin, d'amener leur effecteur au plus proche d'un point qui se déplace dans l'espace. Et c'est donc cet aspect qui va leur donner en fait les primitives de mouvement qui seront utilisées par la suite pour le contrôle. Donc cette première étape, elle nous permet d'obtenir les deux modules qui sont relatifs à l'agent, donc le module d'entrée et le module de sortie. On passe ensuite à la construction de l'UNN, donc le module de la tâche qui va être du coup spécifique à la tâche. Donc on va choisir une tâche, créer les hyperparamètres de l'Universal Notice Network et insérer ce modèle au centre. Donc c'est la partie bleue qui va s'insérer au centre de la partie verte et rouge qui sont les paramètres de l'agent. Pendant cette phase, seuls les paramètres de l'UNN sont affectés par l'entraînement et on va en fait geler les paramètres des bases. On va geler les paramètres des bases. Donc, par exemple, sur une tâche de tennis, où l'agent est censé maximiser le nombre de rebonds de la balle contre le mur, on peut obtenir ce type de performance. Voilà. Donc, en fait, ici, la morphologie de l'agent a été entraînée sur une tâche de reaching, et donc l'UNN est dédié à la tâche de tennis et lui apprend à jouer à la tâche de tennis. Une fois qu'on dispose de ces éléments, on peut passer au transfert, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un UNN qui a été appris sur une tâche pour sélectionner un robot de morphologie différente et mettre en place le transfert, donc en remplaçant les bases du robot ou en insérant l'UNN au centre du graphe de calcul du robot qui a été défini. Donc c'est ce qui a été fait ici, où en fait on va transférer les paramètres la façon de jouer au tennis du robot qui était donc défini le blue vers ce robot KUKA. Voilà. Donc en fait, on peut du coup avoir donc deux robots qui partagent en fait la même façon de jouer au tennis, et par contre, chacun a une morphologie différente, ce qui leur permet par exemple, de jouer ensemble alors qu'ils ont des morphologies spécifiques. Donc pour valider cette approche, au-delà de l'expérimentation simple, on a mis en place, on a constaté les performances au cours de l'entraînement.
Donc, ce que vous voyez ici, on a comparé deux approches, donc une méthode référence de l'état de l'art et l'approche PPO. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un graphe qui est très fréquent en apprentissage par renforcement, sur lequel vous avez en X la progression, donc le nombre d'épisodes qui sont joués, et en Y, vous avez l'amplitude, la magnitude de la récompense. Et donc, en apprentissage par renforcement, l'objectif, c'est de monter le plus vite possible, le plus haut possible. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que l'approche référence, en rouge ici, va avoir en fait une progression qui est, disons, modérée, tandis que lorsqu'on va se placer sur une approche de type UNN, on va avoir une progression qui est à la fois plus rapide et surtout qui a une performance finale beaucoup plus haute. D'un point de vue transfert, lorsqu'on met en place le transfert, on constate qu'en orange ici, l'approche de référence ne bénéficie pas forcément des éléments qui lui ont été fournis par son prédécesseur, tandis que dans le cadre de l'apprentissage avec l'UNN, on va en fait avoir un point de départ qui est déjà plus haut, mais qui en fait nécessite uniquement 10% de l'entraînement pour atteindre 90% des performances. Donc voilà, ces valeurs soulignent l'avantage de cette approche pour le transfert dans le cadre de l'Universal Access Network. Comme je l'ai expliqué, donc les expérimentations qui ont été menées ont permis de mettre en évidence plusieurs aspects qui étaient intéressants. L'un d'entre eux, c'est l'introduction de billets. Donc, comme je l'ai dit, on a un entraînement qui est séquentiel. Lorsque l'UNN s'entraîne, les bases sont figées, ce qui permet en fait si on définit correctement une tâche primitive, alors on peut assurer par exemple une gestion des redondances qui soit spécifique et avoir des comportements qui seraient plus difficilement accessibles via une fonction de récompense globale, comme c'est généralement le cas en apprentissage par renforcement. Spécifiquement, on a considéré ça dans l'application de la marche. Donc ici, en fait, on va considérer deux agents. Sur la gauche, vous allez voir l'agent référence et sur la droite, l'agent qui est entraîné avec l'UNN. Ces deux agents ont la même fonction de récompense, donc ça aurait dû normalement générer des comportements qui seraient similaires, tandis qu'en fait, on va constater que l'utilisation de l'UNN permet en fait de figer le comportement des bases, qui sont ici les jambes de l'agent, et d'avoir un comportement qui serait plus proche de celui d'une personne, par exemple. Donc voilà, sur la gauche, vous avez l'approche référence, donc sans contrainte, et qui apprend uniquement avec la fonction récompense, tandis que sur la droite, on a un robot dont les bases ont été entraînées, donc les bases sont les deux jambes, ont été entraînées au préalable et dont le comportement est figé. Et donc on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à de la marche. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que si on avait voulu mettre en sorte, en fait, de définir une fonction de récompense qui encourage ce comportement chez un agent référence, alors, en fait, il faut ajouter un certain nombre de termes qui sont très susceptibles de déstabiliser la politique. Et donc, ça permet, donc cette approche, en fait, cette segmentation permet de le faire beaucoup plus simplement. En revanche, cette segmentation, elle a double tranchant, puisque l'apprentissage par renforcement est connu pour fréquemment tomber dans des minima locaux. Et donc, sur des tâches de manipulation collaborative, par exemple, on a pu constater que les agents apprenaient à réaliser la tâche en s'appuyant sur leur géométrie. Donc, effectivement, cette approche, elle permet de réaliser, d'atteindre l'objectif qui est défini par la fonction récompense. En revanche, comme l'UNN est censé être indépendant dans la morphologie du robot, on va avoir plus tard un impact sur la transmissibilité de cette approche. Par conséquent, on a proposé une méthode empirique pour essayer de mitiger ces problèmes. Cette approche, c'est le Base Abstracted Modeling. C'est une approche qui va assimiler l'agent directement aux entrées-sorties de l'UNN. Ça veut dire qu'en fait, l'entraînement va se focaliser uniquement sur l'UNN sans interférence des bases. Donc, par exemple, cette approche elle a été mise en évidence sur une tâche de manipulation collaborative où initialement la configuration c'était celle-ci, où vous avez un agent avec deux bras qui doit manipuler une planche, tandis que la configuration BAM, la traduction BAM, ça va être en fait l'assimilation de l'agent à ses effecteurs. Donc, c'est ce que vous allez voir ici. Dans un premier temps, on va commencer par entraîner la partie BAM, donc, pour laquelle il n'y a pas de bras et sur laquelle on va uniquement entraîner les effecteurs à déplacer une planche pour suivre donc la partie blanche qui est en fait l'objectif vers lequel on doit déplacer l'objet. Et une fois qu'on dispose d'une politique qui est acceptable, on peut passer donc au transfert et donc transférer cette politique vers des agents de morphologie différente qui, eux, vont avoir donc des bras et donc pour lesquels en fait on passe directement les compétences de la tâche. Voilà. D'un point de vue courbe de récompense, donc la métrique qui est fréquemment utilisée en apprentissage par renforcement, on considère, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la progression dans le cadre du BAM, donc en bleu ici, est plus rapide que dans le cadre de l'UNN et les deux sont très supérieurs à la partie rouge, donc qui est l'approche référence.
Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans l'approche BAM, dans ce cadre en tout cas, on a pu observer un transfert zéro shot, c'est-à-dire que dès l'instant zéro du transfert, sans réentraînement, on avait déjà des performances qui étaient comparables à celles qu'on avait obtenues à la fin de l'entraînement. Tandis que l'UNN nécessite 15% de réentraînement, ce qui est toujours un gain par rapport à l'ensemble du processus d'entraînement. Donc voilà. Et donc cette approche est intéressante dans ce cadre. Voilà, donc ça nous amène donc à la conclusion sur l'Universal Notice Network. Donc cette méthode qui est pensée pour mettre en place le transfert de compétences entre des agents de morphologie différentes via l'isolation de la tâche. Donc il y a plusieurs aspects qui ont été mis en évidence. Cette approche, elle permet des performances d'apprentissage sans même considérer le transfert, grâce donc au pré-entraînement des bases, donc qui peut être à double tranchant, mais qui apporte quand même un gain sur certaines tâches. Et donc voilà, qui peut aussi se manifester via l'influence directe de l'Universal Notice Network à travers des bases, et donc avoir des comportements, générer des fonctions de récompense qui soient plus simples. Et en fait, l'aspect pour lequel elle a été pensée, à savoir le transfert, est efficace et nous permet en fait d'obtenir dans les configurations qui ont été testées en tout cas des performances qui sont intéressantes avec un réentraînement minimal pour obtenir des performances proches. Cette approche, elle n'est pas parfaite et présente un certain nombre de limitations. Donc au-delà des hypothèses qui sont prises pour le BAM, on peut mentionner en fait le fait que cette approche est entraînée par apprentissage par renforcement, ce qui la rend très délicate à mettre en œuvre, étant donné la sensibilité des politiques à leur espace, à la distribution des états qui sont perçus. Et en fait, l'aspect le plus gênant, en fait, un des aspects les plus gênants, c'est l'interface qui est très restrictive et qui est imposée à tous les robots. Donc cet aspect, il a été fondateur dans l'envie en fait de proposer une méthode supplémentaire qui sont donc les méthodes teacher-centered. Spécifiquement, ce qu'on veut dire par restriction, c'est que lorsqu'on considère en fait une configuration de transfert, lorsqu'on a en fait deux robots qui sont les clones les uns des autres et où en fait la différence c'est juste 1 degré de liberté de plus ou en moins, on a un transfert qui est très simple et qui est évident dans le cadre de l'UNN et qui fonctionne sans problème. Tandis que dès qu'on considère des morphologies qui sont peut-être plus complexes, comme par exemple des chaînes fermées, on va en fait avoir un problème de définition de la sortie du NN et il devient complexe en fait de mettre en place le transfert et donc disons les compétences de l'UNN ne seront pas accessibles à ces nouveaux robots. Donc ce constat, il nous a mené en fait à une réflexion qui nous a mené donc à terme aux méthodes teacher-centered, des méthodes qui font intervenir donc une plus grande flexibilité et pour lesquelles le transfert se considère non pas comme une notion qui est décorrélée du corps du robot, mais bien d'un agent expert, d'un agent prof vers un agent élève. Cette approche, elle a été mise en place sur elle a été disons, implémentée dans 2 déclinaisons. La première, c'est CoachGAN et la seconde, c'est la Task Specific Loss. CoachGAN, donc, elle est inspirée de la situation suivante. Lorsque vous considérez, des fois, on a des observateurs dans des représentations sportives, et ces observateurs, à force de passer du temps donc, dans ces représentations, deviennent capables, sont en mesure de déterminer si un geste est produit par un expert ou pas. Et donc, même si ces personnes ne sont pas forcément capables d'expliquer comment réaliser ce geste, elles sont en mesure de dire si oui, c'est un geste véridique ou non, ça n'est pas le cas. Et en fait, cette idée de discriminer, de faire la différence entre des réalités et des points qui sont réels et des points qui ne le sont pas, c'est une idée qui est très présente dans l'apprentissage moderne sous la forme des GAN, les Generative Adversarial Network. L'idée de cette approche, c'est d'avoir en fait 2 réseaux qui sont en compétition. Un générateur qui va proposer des données synthétiques et ces données synthétiques vont être soumises à un autre réseau, le discriminateur, qui doit faire la différence entre ces données synthétiques, les classifier telles quelles, et des données qui lui sont qui proviennent d'un dataset réel. Voilà. Et donc en fait, ces deux réseaux, ces 2 modèles sont liés par une fonction de coût qui est à somme nulle, qui va donc pénaliser le discriminateur lorsqu'il est trompé par le générateur, c'est-à-dire que le générateur va proposer des échantillons qui sont de très bonne qualité, et inversement, le générateur va être pénalisé lorsque le discriminateur arrive à faire la différence entre des données réelles et ces données synthétiques. Et donc, en fait, on peut plaquer directement ces idées, ces concepts sur le principe des méthodes teacher-centered, le principe de CoachGAN, où en fait, on va considérer que l'observateur, qui est habitué à voir des mouvements d'experts, c'est le discriminateur, et les personnes qui vont utiliser son expertise, ce sont des générateurs. Donc en fait, on va commencer par entraîner l'observateur, ici le teacher discriminator, en lui montrant des données réelles qui viennent les données réelles, donc qui viennent des trajectoires d'experts, et des données synthétiques qui sont produites par des pratiquants qui ne sont pas encore des experts. Donc ça permet au générateur, ça permet à l'observateur de devenir compétent dans la discrimination des bonnes trajectoires.
Une fois qu'on dispose d'un observateur qui est compétent, on veut transférer ses compétences, on veut utiliser son savoir pour éduquer des nouveaux pratiquants. Or, comment faire pour prendre en compte des pratiquants qui ont peut-être des morphologies différentes et pour lesquels, en fait, ils n'ont pas directement accès à ce savoir? La réponse de Kochgan à cette problématique, c'est l'introduction d'une notion qui s'appelle l'ISV, Intermediate State Variable, qui nous permet en fait de faire le lien entre les différents agents. Donc l'idée, c'est non pas de montrer directement les trajectoires de l'expert à l'observateur, mais bien une traduction de ces trajectoires comme étant une ISV. De la même manière, on ne va pas montrer directement des fausses trajectoires, des trajectoires qui viennent de personnes qui sont en train de s'entraîner, mais bien donc une traduction d'ISV de ces mêmes données. Donc en fait, ça nous permet d'avoir un observateur qui est compétent dans la distinction des ISV d'experts. Et donc on va utiliser cet expert, enfin cet observateur, pour nous permettre d'éduquer des pratiquants qui sont donc de morphologies différentes, qui vont donc fournir des points, des réalisations synthétiques qui vont passer dans la fonction d'ISV qui va transformer ces points et qui va donc permettre, qui va rendre en fait cette représentation pertinente au regard de ce que connaît l'observateur. On peut donc utiliser cette évaluation pour mettre à jour et optimiser les paramètres du générateur. L'idée, en fait, ce qui sous-tend en fait ce principe, c'est que ces ISV, le modèle qui transforme ces valeurs en ISV doit être dérivable, ce qui nous permet en fait de rétropropager par la suite l'erreur vers l'élève. Cette idée, elle a été testée sur à nouveau un environnement de tennis, une traduction en 2 dimensions de ce qui a été proposé pour l'UNN, et on va donc considérer le transfert d'un agent 3 degrés de liberté vers un agent 4 degrés de liberté. Tous les deux ont que des lésions rotoïdes. Donc, dans cet environnement, on a proposé dans le manuscrit 3 ISV, je vais en présenter 2. Donc, en fait, l'idée, l'ISV, c'est la position de l'effecteur. Et cette position de l'effecteur, on peut l'atteindre de 2 manières. La première, c'est via un modèle géométrique direct qui est dérivable. Et la seconde, c'est l'approximation d'un modèle géométrique direct par un réseau de neurones. Donc, la boucle, c'est la suivante. On va avoir l'environnement qui va nous fournir une configuration de la balle, donc une vitesse et une position de la balle. À cette vitesse et position de la balle, le pratiquant, on va dire, va proposer donc une configuration angulaire qui va nous permettre, en passant dans le modèle d'ISV, d'assimiler cette configuration angulaire à la position de l'effecteur, ce qui est ce à quoi l'observateur était habitué. On peut donc récupérer l'évaluation de cet observateur, qui peut être comprise comme une erreur, donc être définie comme une fonction de coupe, et donc définir une erreur. Et de cette erreur, on peut récupérer les gradients qui vont passer à travers le modèle ISV, puisqu'il est dérivable, et donc retourner vers le générateur, et donc nous permettre d'utiliser directement l'observation du générateur pour optimiser les paramètres du pratiquant. Voilà, donc le processus de Kochgan, c'est le suivant. Dans un premier temps, on commence par entraîner et récupérer des trajectoires d'un expert. Donc on peut mettre en place, par exemple, un processus d'apprentissage par renforcement qui, à terme, nous permet d'avoir un agent qui est compétent et on peut donc collecter des trajectoires d'experts. Spécifiquement, ces trajectoires d'experts, elles sont composées de configurations de la balle et des configurations du teacher, de l'expert, lors de l'impact de sa raquette avec la balle. Une fois qu'on dispose de ces trajectoires, on peut entraîner un observateur, donc quelqu'un qui va être compétent à distinguer des gestes d'experts. Ça, c'est mis en place dans le cadre des des GAN. Spécifiquement, on a utilisé un WGAN GP, donc Waterstein GAN with Gradient Penalty, dont l'entraînement en fait est montré sur cette figure. Donc, ce que vous pouvez voir en X, c'est le nombre de batchs, donc le nombre de collections d'exemples qui sont montrés au générateur et au discriminateur. Et en Y, vous avez l'amplitude de l'erreur. Donc, ce croisement, il est fréquent dans ces approches qui sont donc en compétition l'une l'autre. Mais ce qui est surtout important, c'est que, en fait, sur la fin de l'entraînement, vous avez une convergence des 2 modèles. Et cette convergence, elle est encore appuyée par la superposition des données synthétiques, donc qui sont générées par les faux pratiquants, et des données expertes qui sont issues du dataset qu'on a généré précédemment. Ce qui montre en fait qu'on a des pratiquants des générateurs qui sont compétents, et ils ne sont compétents que si le discriminateur, donc l'observateur, est compétent. Voilà, une fois qu'on dispose donc d'un observateur, on peut évaluer la pertinence de ces évaluations sur des exemples. Donc ici, par exemple, on va proposer des configurations à l'observateur, donc en lui disant, voilà, la balle est dans cette position et dispose de cette vitesse. Quelles sont les positions qui sont les plus favorisées au sens de l'expert, de ce que tu as pu observer. Donc ça, c'est symbolisé par ce gradient qui, en bleu, montre les positions qui sont à éviter et en jaune, celles qui sont à favoriser. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que l'observateur va mettre une forte
favoriser très fortement cette zone qui notamment contient la position de l'expert. Ce qui montre en fait que l'observateur est capable et était en mesure de repérer des gestes qui sont compétents au sens de l'expert. Voilà, donc une fois qu'on dispose d'un observateur, on peut passer donc à la génération des étudiants, donc des nouvelles personnes qui vont pratiquer et qui vont être capables de renvoyer ces éléments. Et donc, en fait, l'idée, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, on va en fait faire en sorte de maximiser l'évaluation de l'observateur. Donc, spécifiquement, on va avoir donc une configuration de la balle. Cette configuration de la balle, elle va être passée au pratiquant qui va proposer une représentation. Cette représentation va nous permettre d'obtenir, on va passer dans le modèle ISV, on va donc obtenir la représentation ISV de ce modèle, et on peut donc passer à l'évaluation de l'observateur en lui donnant, comme je l'ai montré, les paramètres de la balle. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est après l'entraînement, en fait, en vert, vous avez la transformation ISV des propositions du générateur. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont centrées sur la position de l'expert. Donc en fait, cet aspect montre qu'on a pu entraîner en fait le générateur à approximer la distribution de l'expert. Et donc, via l'ISV, avoir le comportement qu'on attendait. Donc ensuite, on a mis en place un test pour avoir une évaluation plus large et une vue plus globale de ces éléments. Donc l'idée de ces tests, c'est donc dans un premier temps, on va proposer un certain nombre de configurations initiales de la balle, donc des positions et des vitesses. Et pour chaque configuration, pour chaque position et vitesse de la balle, on va demander à chaque agent de proposer une configuration angulaire qui nous permet, grâce à l'ISV, de récupérer la position de l'effecteur. Et on va ensuite mener une vérification de collision le long du chemin pour voir s'il y a eu collision et donc s'il y a eu interception de la balle. Ce que vous pouvez voir donc ici sur ce graphe, c'est la partie violette correspond en fait au taux d'interception des différents agents. Donc on peut voir qu'effectivement il y a une légère baisse lors du transfert, donc entre l'expert et les différents modèles. En revanche, on constate que ces modèles sont très largement supérieurs déjà à des modèles qui ne sont pas entraînés et restent quand même proches au regard de la performance de l'expert. Additionnellement, ce qu'on peut voir, c'est un des points les plus intéressants de cette approche, c'est que le transfert est très rapide, puisque pour entraîner un expert, on nécessite environ 4 heures, tandis que lorsqu'on considère le transfert au sens de CoachGAN, on va avoir en fait des transferts qui sont au-dessous de 20 minutes, sachant que pour certains cas, on a réentraîné le discriminateur alors que ce n'était pas forcément nécessaire, ce qui fait qu'en fait, on pourrait réutiliser l'observateur et donc minimiser encore le temps du transfert. Voilà, ça nous amène donc à la conclusion de CoachGAN. Donc la première des méthodes teacher-centered, qui permet en fait le transfert rapide et systématique de compétences entre des agents de morphologie différentes. Cette approche, elle est intéressante puisqu'elle présente une grande flexibilité grâce à la notion d'ISV qui peut être obtenue via des modèles dérivables. En fait, les modèles dérivables sont, comme par exemple tous les réseaux de neurones, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à une grande diversité de notions de similitude. Et un des aspects qui est les plus intéressants aussi, c'est que en fait, on n'a pas besoin d'avoir l'agent interagir avec l'environnement, il n'a pas besoin de générer de nouvelles trajectoires, mais uniquement de proposer des configurations et on peut inférer ce qui est correct grâce à l'observateur directement et l'ISV. CoachGAN n'est pas parfaite non plus, elle présente un certain nombre de limitations, en particulier elle manque d'interactivité, puisqu'en fait l'observateur est entraîné à reconnaître uniquement les états qui sont des états clés, et donc il est difficile de considérer l'ensemble des trajectoires avec la formulation actuelle, et en fait elle ne propose pas, contrairement à l'UNN, de possibilités pour dépasser l'expert, puisque l'expert constitue le dataset et donc sera le maximum de la performance qui est atteignable. Ce qui nous amène donc à la dernière de ces contributions, à les méthodes de Task Specific Loss. Donc c'est une approche de transfert, mais qui cette fois est compatible avec la robotique d'assistance. Alors, conceptuellement, la TSL elle se distingue légèrement de CoachGAN, puisque dans CoachGAN, on considère qu'un agent est un expert s'il visite la même distribution d'état qu'un expert. Tandis que dans la TSL, on va considérer qu'un agent est un expert si ses actions aboutissent à un résultat similaire à celui d'un expert. Donc sur l'exemple qui est montré ici, on a deux agents dont le but en fait est de peindre la nature morte qui est derrière. Et on va considérer que l'ISV, donc la notion qu'on va comparer entre les deux, c'est ce qui est peint. Donc on va initialiser en fait les deux agents dans cet état. Et puis après une action, on peut obtenir par exemple ce type de configuration. Ici, ce qu'on constate, c'est que les deux agents ont une position corporelle qui est très proche. En revanche, les ISV, donc ce qui a été peint, est très différent. Et donc, cette configuration sera pénalisée au sens de la TSL.
Tandis que sur cette configuration, on va avoir une position physique qui est très différente. En revanche, on va avoir des ISV qui sont très proches et du coup, cette configuration sera favorisée au sens de la TSL. D'un point de vue global, mise en œuvre, la TSL elle présente des étapes qui sont similaires à CoachGAN. Donc, on va voir dans un premier temps la génération des trajectoires de l'expert, puis la création d'un agent teacher vers lequel on va faire le transfert. Donc, on va transférer, à partir duquel on va faire le transfert vers un agent student. Elle se distingue en revanche sur 2 points. Elle va avoir une architecture spécifique donc pour rendre possible le contrôle assistif, le contrôle assisté des robots. Et donc, comme je l'ai dit, elle a un concept de fonction de coût qui est différente, qui permet de mettre en œuvre l'interactivité des approches. Spécifiquement, d'un point de vue architecturel, elle se base sur un auto-encodeur variationnel qui permet en fait de projeter des trajectoires d'experts vers un espace interponable de basse dimension. Donc, par exemple, on va disposer de trajectoires d'experts qui sont composées d'états et d'actions. Ces états et ces actions vont passer dans un encodeur qui va les projeter vers ce qu'on appelle une représentation latente, un code Z. Et ce code, en passant dans un décodeur, en le conditionnant avec l'état, on va pouvoir reconstruire l'action de l'expert. Et en fait, l'idée de cette approche, c'est qu'une fois qu'on dispose d'un décodeur qui est compétent, qui sait reconstruire de manière performante les actions de l'expert, alors en fait, on peut avoir directement accès à ce Z, la représentation latente, qui est de basse dimension, via par exemple un contrôleur humain, et utiliser donc le contrôleur humain pour décoder l'objectif en les passant dans le décodeur et en conditionnant ce décodeur avec l'état du robot actuel. Et donc, on peut donc récupérer l'action de l'expert. Une fois qu'on dispose de cette partie pour un agent, donc la partie avec le décodeur, on peut passer au transfert. Donc, on va transférer cet espace latent vers un agent de morphologie différente. Et l'idée de cette approche, c'est donc d'utiliser la différence la différence entre les distances entre les ISV. Donc, spécifiquement, on va avoir, avant une action, on va avoir une distance entre les deux agents. Et si cette distance évolue beaucoup après une action, c'est que les deux agents ont eu des actions différentes et doivent donc être pénalisés. Cet aspect, il est pondéré par la distance, un coefficient qui est inversement proportionnel à la distance initiale. Donc, sur un exemple un petit peu plus clair, considérons donc les deux configurations ici. Donc, on va avoir un teacher et un student. On va calculer dans un premier temps la distance entre ces deux agents, au sens de l'ISV, qui nous permet donc d'obtenir une première distance des zéros. Ensuite, on va donc tirer un Z qui correspond en fait à une sollicitation de l'espace latent, passer ce Z au décodeur et qui sera conditionné avec l'état actuel du teacher, ce qui nous permet donc d'obtenir une action du teacher qui va modifier cet état, et donc on va avoir un nouvel état du teacher. On va appliquer la même stratégie pour le student, donc tirer une sollicitation Z, la passer au décodeur, et l'action modifiant l'état du student va nous permettre d'obtenir un nouvel état. On va calculer la nouvelle distance entre ces deux états, au sens de l'ISV à nouveau, donc on obtient D1. Et donc, en fait, la TSL va pénaliser les agents si cette distance entre D1 et D0 est très grande. Et donc, bien sûr, en prenant en compte, leur positionnement initial, donc via une pondération qui dépend de D0. Voilà. Du coup, cette idée, elle a été elle a été testée à nouveau sur une tâche de tennis en 2D à nouveau, avec une projection en une dimension de l'espace latent, et on a utilisé comme ISV à nouveau la position de l'effecteur. Et donc ici, ce que vous pouvez voir en X, c'est donc plusieurs agents. Donc comme on l'a dit, cette méthode, elle peut permettre le contrôle assistif, le contrôle robotique assisté. Et on a donc proposé à plusieurs personnes de contrôler les robots. Donc, ils vont contrôler plusieurs robots, un agent teacher qui a 4 degrés de liberté rotoïde et 2 agents students qui ont 5 et 3 degrés de liberté rotoïde respectivement. Et donc, en fait, l'idée, ce qu'on peut voir en fait sur cette figure, c'est que donc il y a une disparité au niveau des joueurs. Donc, tous les joueurs n'ont pas le même score. En revanche, par robot, on a en fait un score qui est marqué sur l'axe des Y. On a un score qui est assez proche, ce qui montre en fait qu'il y a une constance au niveau du contrôle et que les gens peuvent contrôler de manière similaire des agents qui ont 3 degrés de liberté, mais aussi qui ont 4 et 5 degrés de liberté. Donc, ce qui serait complexe à faire si on devait, disons, avoir 5 joysticks en même temps. Voilà, cette approche, je vais vous la montrer rapidement sur cette démarche. Donc, dans un premier temps, vous avez ici un humain qui va contrôler donc ce robot, teacher, qui apprend à jouer donc, au tennis. Et ici, on a donc une commande humaine qui correspond en fait à une seule dimension. Et pourtant, on peut contrôler 4 degrés de liberté pour jouer au tennis.
On effectue en fait ensuite le transfert et on peut contrôler un agent student qui dispose là de 5 degrés de liberté et toujours avec des sollicitations qui sont sur un seul axe, donc un seul joystick sur une seule direction pour contrôler un agent qui dispose de 5 degrés de liberté. Voilà. Donc, ça nous amène à la conclusion de la task specific loss, donc une méthode qui comprend tous les avantages de CoachGAN, à savoir la rapidité du transfert, un transfert systématique, mais qui, au-delà, va rendre possible l'interactivité de ces approches. Donc, on a d'un côté on a d'une part le côté assistif, disons assistance, mais en fait, on peut aussi, la formulation de la TSL n'a pas de contrainte par rapport à l'autonomie du robot. Donc, on pourrait envisager la même chose dans le cadre d'apprentissage par renforcement. En revanche, actuellement, la formulation qui est proposée, elle ne permet pas de dépasser l'expert, donc similairement à CoachGAN. Voilà, ça nous amène donc aux conclusions et aux perspectives de ces travaux. Donc, tout a commencé il y a 3 ans avec un constat sur l'état du transfer learning en contrôle, qui donc est employé de manière moins systématique qu'en vision par ordinateur et en traitement du langage sur des tâches supervisées et non supervisées. Et ce constat nous a mené à une première formulation, l'Universal Notice Network. L'Universal Notice Network, qui, grâce à la segmentation du savoir, permet de mettre en œuvre le transfert, comme on l'a montré, sur un grand nombre de tâches très diverses, qui donc mettent en œuvre notamment des dynamiques et de la physique. Ces notions, en fait, les expérimentations qui ont été menées ont permis de mettre en évidence plusieurs mécanismes intéressants, à savoir le fait qu'on a une segmentation, une séquentialité de l'entraînement qui permet en fait d'insérer des biais, des altérations de la politique, chose qui serait plus difficile à faire dans le cadre d'apprentissage par renforcement classique. Additionnellement, on a repéré certaines limitations qui ont été partiellement adressées avec l'approche de base abstracted modeling, qui permet d'assimiler le robot directement à ses effecteurs et d'entraîner immédiatement l'UNN. Donc, toutes ces approches, elles nous mènent en fait au constat global sur les approches task-centered, qui sont donc pertinentes au regard du transfert. En revanche, leur forte restrictivité et les contraintes qui sont imposées à cause de l'interface entre les agents et le noyau de la tâche font qu'en fait ces méthodes elles sont particulièrement pertinentes dans le cadre où en fait on va connaître par avance tous les robots qu'on va considérer, ce qui permet en fait de mettre en place des processus qui sont figés et pour lesquels on va pouvoir entraîner tous les robots. En revanche, si on a des robots qui sont différents ou qui risquent de changer, on peut en fait se retrouver face au cas où le savoir de l'UNN n'est pas exploitable ou est perdu. Donc voilà, donc ce manque de flexibilité, c'est ce qui a motivé les approches teacher-centered, la formulation teacher-centered. La première d'entre elles, c'est l'approche CoachGAN. Donc CoachGAN qui introduit la notion d'ISV, d'Intermediate State Variable, qui permet de relier des agents de morphologie différentes grâce à la formulation de modèles dérivables qui permettent en fait donc de faire le lien et de rétropropager des évaluations d'un agent vers un autre. Cette idée, elle est particulièrement intéressante puisque, comme on l'a montré dans le manuscrit, on peut mettre en place, par exemple, du transfert en utilisant la vitesse de rebond de la balle, donc avec des agents qui ont une morphologie qui est complètement déconnectée. Et donc, en revanche, CoachGAN, donc, elle manque d'interactivité et il était difficile de l'appliquer dans des environnements interactifs, donc qui sont des environnements, disons, pour lesquels qui sont pertinents en fait. Et donc, ça a mené à la formulation de la task specific loss, la task specific loss qui permet en fait de considérer l'autonomie, mais aussi le contrôle des robots dans un cadre d'assistance. Voilà, ça nous mène donc aux perspectives de ces travaux. Donc, à mon sens, il existe 2 branches principales. La première, c'est la poursuite directe de ces travaux, donc, qui ont été partiellement. Donc, par exemple, dans le cadre des méthodes task-centered, c'est quelque chose qui a été déjà engagé, où en fait, on va viser, par exemple, le déploiement sur des machines réelles de cette idée. Donc, par exemple, entraîner un agent en simulation et déployer le noyau de la tâche sur des bases qui sont entraînées, par exemple, sur de la réalité, ce qui nous permet d'avoir accès à des tâches complexes, sans avoir à passer par des entraînements qui pourraient être coûteux. On peut aussi considérer plusieurs approches pour valider plus avant ces approches, comme par exemple la comparaison avec d'autres méthodes de l'état de l'art, notamment le contrôle dans l'espace opérationnel des robots, ou tout simplement essayer d'améliorer ses performances, notamment via l'utilisation de méthodes alternatives pour l'apprentissage par renforcement. Par exemple, on pourrait utiliser des méthodes off-policy. Face aux méthodes teacher-centered, on peut avoir un petit peu les mêmes démarches, donc augmenter la fiabilité du transfert ou augmenter la fiabilité de l'entraînement, donc par exemple en remplaçant le processus des GAN dans CoachGAN par une approche qui serait par exemple, la mixture de gaussienne, qui permettrait en fait de considérer plusieurs modes probabilistes pour les comportements. Voilà.
Et donc sinon, il y a une autre approche qui serait la contextualisation de ces travaux. Donc par exemple, leur intégration avec des travaux qui sont menés ailleurs. Donc c'est un petit peu le cas de la TSL qui s'inspire de travaux de Stanford pour proposer étendre le concept de l'ISV, ou la convergence vers d'autres méthodes. Donc moi personnellement, je pense à l'apprentissage par renforcement off-policy, euh, offline, pardon, pour lequel, en fait, il est fréquent de vouloir entraîner un agent en utilisant les expériences d'un autre agent, mais qui a la même morphologie. Et donc, en fait, ce concept, il est très parallèle à ce qu'on a essayé de faire, où on va, en fait, essayer d'entraîner un agent en utilisant, par exemple, les expériences d'un agent de morphologie différente. Voilà, donc ces approches, elles ont pas été, on a considéré essentiellement de l'on-policy, et donc il serait intéressant de voir si on peut converger avec ces approches. Voilà, donc ça clôt cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour les questions.